L'éditorial. Voici une chronique que nous pourrions intituler « Sispon pote wob poubelle toile ». Les gangs ont franchi une nouvelle étape. Désormais, ils ont pris la place des services publics. Comprenez bien, ces derniers fournissent le service, mais ce sont les gangs qui font la recette. Conclusion, désormais l'État ne pourra plus payer ses employés car le trésor public est passé aux mains des gangs. C'est le cas, avons-nous appris, du service hydraulique dans la capitale haïtienne, probablement déjà aussi de l'électricité ou ce qu'il en reste, etc. Et pourquoi pas aussi de l'écolage, voire de la quête du dimanche à l'église. Le long et intéressant rapport du groupe d'experts des Nations Unies, qui vient de paraître, démontre les interactions entre les gangs armés et les secteurs publics et privés, et comment les gangs ont pris le dessus, à la fois sur les uns et sur les autres. Pourtant, on peut être certain que personne ne le prévoyait ainsi. Tellement aussi, les préjugés sociaux sont tenaces, le légendaire Mounsayo. Cependant que jusqu'aux élections des années 1996 et 2002, nous, journalistes, on pouvait circuler dans le plus grand bidonville de la capitale Cité-Soleil sans aucune crainte. Le choc remonterait probablement aux événements de 2004, second renversement de Jean-Bertrand Aristide. Celui-ci est embarqué le 29 février 2004 dans un avion de l'US Air Force, une soi-disant armée de libération, c'est-à-dire un petit groupe composé de policiers révoqués et d'anciens tontons macoutes de la République dominicaine voisine, traverse la frontière et gagne triomphalement la capitale haïtienne. Cependant, ils ne vont pas loin. Rapidement, les Mérines qui ont débarqué un peu plus tôt les forcent à se disperser. Cependant, les partisans d'Aristide bougent et menacent de gagner les quartiers UP. Le président renversé est accusé de double jeu. Vrai ou faux, en même temps qu'il a accepté de partir, il aurait armé ses partisans, jusque-là surnommés OP, Organisation populaire. Arrivée des forces onusiennes ou MINUSTA, Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Celle-ci restera plus d'une décennie avec les difficultés qu'on sait, principalement le choléra introduit par le bataillon venu du Népal et qui fera pas moins de 10 000 morts dans notre pays. Cependant, les gangs tels qu'on les connaît aujourd'hui n'ont pas cette importance jusque-là. Disons qu'ils étaient en gestation. D'ailleurs, le rapport du groupe d'experts des Nations Unies fait remonter l'enfer actuel au gouvernement de Michel Martelly, Sweet Mickey, 2011-2016. En même temps que c'est le moment où l'argent coule à flot, celui des fonds pétro-caribés de l'aide vénézuélienne à Haïti, qui est dispersé dans les projets les plus fumeux. Nous citons un montant de plus de 4 milliards de dollars qui était destiné au développement économique et social, notamment à la lutte contre la pauvreté et au système de santé et d'éducation. Les experts font remarquer que les rapports d'enquête haïtiens eux-mêmes ont conclu que sur un montant total de 1,738 milliard, etc. de dollars alloués au projet, environ 92% avaient été dépensés sur la base d'autorisations douteuses et que pratiquement aucun projet n'avait été réalisé. Fin de citation. Par conséquent, les fonds pétro-caribés, ou plutôt leur détournement, ont ouvert, comme dit le créole, une bamboche ou immense corruption à l'intérieur de laquelle ont donc prospéré aussi les gangs. Ainsi, selon le même rapport de l'ONU, le rôle qui fut joué par le président Michel Martelly lui-même, qui, pour faire avancer, nous lisons, son agenda politique, utilisa plusieurs gangs tels que Base 257, Village de Dieu, aujourd'hui du terrible ISO, Tibois et Grand Ravine, fin de citation. Précisant que Martelly, nous citons,
a créé la base 257 pour empêcher les manifestations contre son pouvoir à Pétionville, banlieue huppée de la capitale où le président habitait. Le rapport stigmatise aussi l'ex-président du Sénat, Yuri Latortue, en l'accusant d'avoir joué le même rôle auprès du gang de Raboteau, qui est des gonaïves comme le sénateur, ainsi que de Cocorate sans race, le violent gang du département de l'Artibonite, et d'avoir également fourni du financement au célèbre barbecue, celui-ci, comme dit le créole, véritable couteau des beaux. Martelly, comme Yuri, apporte un démenti formel. L'affaire ira-t-elle devant la justice? Mais revenons aux événements de 2004, car sous le masque protecteur, mais seulement en surface, de la mission onusienne MINUSTAH, la lutte politique n'avait pas cessé de transformer le visage du pays. Sous le prétexte de menaces par les sans-chemises de l'ex-président Aristide, les classes supérieures s'armèrent, elles aussi. C'est la porte ouverte aux importations d'armes de plus en plus sophistiquées. Service assuré d'abord par des compagnies de sécurité privées, mais rapidement ces dernières vont se trouver face à une concurrence, disons, plus branchée, et le brigandage politique aidant, y compris, comme on vient de voir, au niveau du gouvernement lui-même, conclusion, c'est le triomphe des gangs proprement dit. Alors, qu'est-ce que les gangs? Réponse, ce sont des armées privées et privilégiées par rapport aux institutions officielles de sécurité et au service d'un personnage ou d'un groupe important du secteur soit politique, soit économique. Or, il va se produire un phénomène que probablement ces derniers n'avaient su prévoir, c'est quand le gang prend le large et ne doit plus son existence qu'à lui-même et à son chef, comme c'est désormais le cas. C'est ISO, Tilapli ou Vitellum qui fixe son tarif, voire qui choisit ses clients. C'est Al Capone remplaçant Dillinger. C'est le crime organisé. Bientôt, annonce-t-on, un autre rapport des Nations Unies va paraître et qui mentionnera nommément les responsables tant dans le secteur public que privé. Mais hélas, au lieu de prendre la question pour aussi grave qu'elle est, une certaine opinion dominée par la gent politicienne en fait plutôt, comme on dit, ses choux gras. Bref, fait passer l'intérêt personnel avant l'intérêt national, en même temps que, comme on a vu, les gangs, eux seuls en profitent, étendant chaque jour leur influence sur tous les aspects de la vie en Haïti et jusque dans les lieux de culte, dans les écoles, jusqu'à nous dicter bientôt qui a réussi ou non aux examens officiels. Alors, faut-il remonter au commencement? Probablement jusqu'à la chute de la dictature en 1986, suivie d'une série de coups d'État, de gouvernements provisoires, civilo-militaires, mais surtout sans aucun souci de la chose publique. Et cela va durer longtemps. Puis 2 interventions militaires internationales sous la houlette des États-Unis et le clou, un président en fonction assassiné dans sa chambre, Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021. Aucun pays ne peut résister à un tel choc. Au fur et à mesure, le fossé se creuse et fatalement l'État haïtien n'a aujourd'hui plus aucune existence, même pour dégager les montagnes d'immondices qui creusent de profonds ravins dans les rues de la capitale après quelques petites averses. Or, que voit-on? Au lieu de réellement protester contre cet état de choses, l'opposition chez nous ne fait, oui, que l'aggraver, puisque c'est le même désordre qu'elle utilise comme arme principale, sans aucune imagination, mais si l'on peut dire, à grand renfort, elle aussi, de déchets déversés dans les rues, jusqu'aux syndicats d'enseignants qu'on aurait cru plus imaginatifs qui s'y mêlent, entraînant jusqu'au plus petit des écoliers dans cette aventure, dans ces lendemains qui déchantent. Et c'est ce qui fait craindre pour la première fois que le pays n'a plus d'avenir, sauf à cesser de changer constamment de pouvoir en place, comme le blanc nous appelle aujourd'hui encore à le faire, mais
une fois pour toutes, pour changer véritablement le système. Oui, Haïti est-elle prête pour la démocratie, au sens où l'on veut nous le faire entendre, ou pas encore, n'ayant pas franchi toutes les étapes nécessaires et indispensables, comme dit notre créole, sispan pote wob poubelle toile. Oui, on doit se poser la question. Il ne reste plus beaucoup de temps.